À minuit 7 précise, le voisin du troisième a entendu le piano. Pas une improvisation vague, pas un bruit de radio mal réglé, 3 accords nets, répétés 2 fois, comme une signature. La porte cochère de la rue de Verneuil était pourtant verrouillée, la cour déserte, et l'appartement officiellement inhabité à cette heure. Le voisin a regardé sa montre, a attendu encore 30 secondes, puis a noté l'heure sur un papier. C'est ainsi que tout a commencé par un geste calme, presque administratif, face à quelque chose qui refusait de rester banal. La rue de Verneuil, rive gauche, a cette nuit dense que seuls les quartiers anciens savent produire. Les pavés absorbent les pas, la façade garde le froid, et les portes cochères filtrent les bruits comme des paupières lourdes. Les riverains connaissent la maison de Serge Gainsbourg, devenue un lieu à part, presque un organisme. Personne ici ne parle de fantômes. On dit plutôt des habitudes qui persistent. Une façon élégante de nommer l'inexplicable sans l'invoquer. Le gardien de l'immeuble, homme discret, a accepté de parler à condition qu'on n'exagère rien. Après minuit, parfois, les lumières changent, a-t-il dit. Pas s'allume change. Une lueur plus chaude dans le salon, puis plus froide, comme si quelqu'un réglait une lampe ancienne. Il a insisté sur le fait qu'il n'y avait ni intrusion ni effraction. Les accès sont contrôlés, les rondes régulières. Rien de spectaculaire. Seulement des détails qui s'additionnent. Les voisins, eux, ont des souvenirs précis. Une femme du rez-de-chaussée parle d'odeur de tabac brun, une odeur sèche, reconnaissable, perçue dans l'escalier à 23h50, toujours la même tranche horaire. Un autre, au 4e, raconte avoir entendu une voix grave fredonner sans parole, comme si les mots manquaient exprès. Aucun ne décrit une apparition. Tous décrivent une présence fonctionnelle, presque domestique, qui respecte des horaires. Pour éviter l'emballement, une petite équipe a décidé de vérifier méthodiquement. Rien de sensationnel, des capteurs de son, un enregistreur dans le salon, des relevés électriques, et surtout des témoins multiples, notant chacun de leur côté. La première nuit, silence. La deuxième, à minuit 11, l'enregistreur a capté une suite de notes isolées, à volume faible mais distinct. Le spectrogramme montre des harmoniques compatibles avec un piano droit ancien. Aucun instrument n'était branché, aucun voisin ne jouait. L'électricité, elle, n'a révélé ni pic ni anomalie. On a envisagé les hypothèses ordinaires résonance, canalisation, pas dans la rue. Elles ont été testées, éliminées une à une. Les canalisations produisent des bruits continus ici, les sons étaient ponctuels, intentionnels. La rue, à cette heure, est trop calme pour générer des motifs musicaux. Quant aux enregistrements, ils se répétaient sur plusieurs nuits, avec de légères variations, jamais exactement les mêmes comme une main humaine qui hésite. Un détail a frappé tout le monde, l'intervalle entre les notes correspondait à une façon très particulière de marquer le temps, ni académique ni relâché. Un pianiste consulté sans lui dire l'adresse a parlé une respiration familière. Il n'a pas voulu en dire plus. Il a seulement demandé si la pièce avait une histoire. Les habitants ont continué à vivre normalement. C'était important. Pas de veille nocturne théâtrale, pas de défi. La maison, disait-on, n'aime pas l'attention excessive. Et pourtant, certains soirs, la porte cochère semblait retenir l'air plus longtemps, comme si elle attendait que quelqu'un passe sans passer. Dans l'appartement, des feuilles retrouvées déplacées de quelques centimètres, jamais renversées. Une chaise légèrement tournée. Rien qui crie. Tout qui chuchote. Un soir, à minuit 3, l'enregistreur a capté autre chose, un frottement, suivi d'un souffle bref, puis le silence. Le souffle n'était pas celui du vent. Trop court, trop localisé. Les voisins ont reconnu le moment, la même minute où, des années plus tôt, la lumière du salon restait allumée plus tard que les autres, comme une île de veille. Les conclusions ont été prudentes. Officiellement, aucune activité paranormale. Officieusement, une recommandation, respecter les horaires. Ne pas provoquer. Laisser la nuit faire son travail. Ici, a dit le gardien, après minuit, on écoute. Aujourd'hui encore, certains soirs, la rue de Verneuil garde cette tension douce, presque musicale. Rien n'apparaît. Rien ne s'impose. Mais à l'heure exacte, quand la ville retient son souffle, il arrive que 3 accords s'élèvent, sobres, indiscutables, comme une note laissée pour vérifier que quelqu'un, quelque part, continue d'entendre. La nuit suivante, rien n'a semblé vouloir se produire, et c'est précisément ce silence qui a tendu les nerfs. À Paris, le vide n'est jamais neutre, il a une texture, une pression. Rue de Verneuil, après minuit, on entend d'ordinaire un taxi lointain, un volet mal arrimé, un pas pressé qui traverse la cour comme une pensée tardive. Cette fois-là, tout s'est figé. Les pavés semblaient retenir le froid, et la façade, noircie par les décennies, renvoyait une obscurité compacte, presque huileuse. Dans l'appartement, l'enregistreur reposait sur la table basse, au centre exact du salon, là où les conversations avaient autrefois laissé des cendres et des rires étouffés.
Les rideaux, lourds, étaient tirés à moitié, comme on le fait quand on veut voir sans être vu. Une horloge ancienne battait la seconde avec une régularité obstinée. Chaque tic résonnait un peu trop longtemps, comme si la pièce en faisait l'écho par politesse. Vers minuit 9, une variation imperceptible s'est produite. Ce n'était pas un son, pas encore. Plutôt une modification de l'air, une densité différente, que plusieurs personnes ont décrite plus tard de la même façon, sans s'être consultées, comme si quelqu'un venait d'entrer sans ouvrir. La température n'a pas changé, les capteurs sont formels. Mais la sensation, elle, était là, tenace, installée. Le gardien, resté dans la loge, a noté que la lumière de la cour avait vacillé une fois, très brièvement. Un défaut ancien, aurait-on dit, si cela n'avait pas coïncidé avec l'heure exacte. Il n'a pas bougé. Il a appris, avec les années, que certains lieux se racontent mieux quand on ne les interrompt pas. Dans le salon, le piano n'a pas joué. Pourtant, un détail a retenu l'attention. Le couvercle, qui avait été fermé avec soin, présentait un jour de quelques millimètres, comme si la pression de l'air avait suffi à le soulever. Rien de violent, rien de brusque. Une ouverture timide, presque respectueuse. Les cordes, visibles, renvoyaient une lueur mate, et l'odeur du bois ancien semblait plus présente, plus chaude, mêlée à quelque chose de sec et de familier. Un voisin du deuxième, insomniaque chronique, a entendu ce qu'il a décrit comme un raclement de chaise, très lent, très précis. Pas le grincement d'un meuble qu'on traîne, mais le bruit d'un pied qu'on ajuste, d'une position qu'on corrige avant de s'asseoir. Il a éteint sa lampe, par réflexe, et a attendu. Le temps s'est étiré. Aucune note n'est venue. Seulement cette attente partagée, diffuse, qui traversait les murs. Les jours suivants, on a repris les vérifications. Les relevés électriques sont restés stables. Les enregistrements ont montré des micro-variations de fond, des souffles courts, localisés, impossibles à attribuer à la circulation ou au chauffage. Un acousticien a parlé de « signature d'occupation », terme prudent, presque administratif, pour désigner des indices qui suggèrent une présence sans la prouver. Il a recommandé de ne rien déplacer pendant une semaine. De laisser l'espace se stabiliser. Et puis il y a eu cette odeur, de nouveau. Pas envahissante. Elle apparaissait par vagues, toujours à la même hauteur dans l'escalier, comme si elle suivait un trajet précis. Tabac brun, papier, un soupçon d'alcool ancien. Une odeur qui ne cherche pas à convaincre, qui se contente d'être reconnue. Les voisins n'en parlaient qu'à voix basse, dans l'embrasure des portes, avec cette tenue typiquement parisienne qui transforme l'inquiétude en élégance. Un soir, quelqu'un a remarqué que l'horloge du salon retardait de 30 secondes après minuit, puis se recalait d'elle-même. Un défaut mécanique, sans doute. Mais le retard était toujours le même, la correction aussi. Comme une respiration irrégulière qui retrouve son rythme. Personne n'a parlé de message. Personne n'a cherché de sens caché. On s'est contenté d'observer, d'écouter, de consigner. La maison semblait préférer cette attention discrète, presque professionnelle. Et plus les nuits passaient, plus l'impression s'installait que quelque chose se préparait, non pas à apparaître, mais à reprendre une habitude interrompue, à retrouver un tempo ancien, patient, qui n'avait jamais vraiment quitté les murs. Les semaines qui ont suivi ont transformé la maison de la rue de Verneuil en un espace presque vivant, où le temps semblait s'écouler différemment de celui du reste de Paris. Les passants habituels ne voyaient qu'un immeuble ancien, aux pierres légèrement noircies par les années et à la porte cochère massive, solidement fermée. Mais ceux qui avaient prêté attention aux détails subtils, la lueur d'une fenêtre parfois trop chaude pour être le reflet des lampadaires, le froissement presque imperceptible d'un rideau, l'odeur discrète mais persistante de tabac brun savaient qu'il s'y passait quelque chose d'étrangement tangible. Pas de fantôme, pas de figure spectrale. Plutôt une présence diffuse, comme une mémoire de gestes quotidiens qui s'était incrustée dans la matière même de l'appartement. Un soir de début janvier, alors que le froid piquait les joues des rares passants et que le vent jouait dans les interstices des volets, une équipe a décidé d'installer un micro supplémentaire dans le salon, caché derrière un meuble ancien. La pièce était telle qu'on pouvait l'imaginer dans sa splendeur d'antan, parquet sombre et brillant sous la lumière vacillante d'une lampe à abat-jour, tapis usés mais élégants, bibliothèque chargée de partitions jaunies et d'ouvrages de musique, piano droit sur le côté, verni mais légèrement terne à force d'années, prêt à vibrer au moindre toucher. L'équipe a choisi d'observer sans perturber. Les voisins avaient été prévenus de rester silencieux cette nuit-là, de ne pas laisser d'animaux ou de son parasite se mêler à l'expérience. L'idée n'était pas de provoquer, mais de capturer la maison telle qu'elle se comportait quand personne ne regardait directement. À 23h58, tout était calme. La rue semblait endormie. Même le vent s'était tu, comme retenu, et la lueur des réverbères se reflétait dans les vitres avec une douceur étrange, presque irréelle. Puis, à minuit 2, le souffle a commencé, léger mais précis, localisé dans le coin du piano. Pas un vent, pas un courant d'air, une présence presque respiratoire, perceptible par la vibration subtile des cordes.
Le son du bois qui travaille, pensait un des observateurs, mais le piano ne bougeait pas, aucune touche n'avait été touchée. C'était comme si l'instrument retenait son souffle lui aussi, attendant le moment exact pour vibrer. 2 minutes plus tard, le silence a été rompu par 3 accords, nets, presque clairs, mais d'une douceur presque timide. La régularité et la lenteur donnaient l'impression qu'ils étaient joués par quelqu'un qui connaissait chaque mesure par cœur, qui connaissait le rythme de la maison, qui savait exactement où placer ses doigts. L'enregistreur a capté chaque vibration, et les experts qui l'ont écouté plus tard ont noté une signature unique. Un piano ancien, bien accordé mais non professionnel, avec une nuance humaine impossible à simuler par des machines ou par hasard. Les habitants ont continué à fournir leurs témoignages. La concierge a mentionné qu'un léger mouvement de la lumière traversait la cour, changeant d'intensité de manière imperceptible mais répétitive. Les voisins ont parlé de l'odeur du tabac, de nouveau, mêlée à un parfum ancien, comme de papier brûlé à moitié. Aucun signe de présence physique directe, juste des indices qui se répétaient, ponctués d'éléments subtils, une chaise déplacée d'1 centimètre, un rideau légèrement tiré alors qu'il n'y avait pas de courant d'air, un carnet de partitions ouvert sur une page précise. Tout semblait organisé, calculé, et pourtant jamais menaçant. Un musicien de passage, invité à écouter l'enregistrement sans connaître l'adresse, a reconnu le style. Quelqu'un a vécu ici, a-t-il dit, et la maison a appris ses gestes. Il parlait d'une mémoire de corps, de main, de souffle. Une manière poétique de rendre tangible ce qui, aux yeux des scientifiques, restait inexplicable. Au fil des nuits, cette présence s'est installée dans la perception de chacun. Les sons, les odeurs, les mouvements subtils de l'espace créaient une attente permanente. La maison elle-même semblait dicter un rythme aux habitants, aux visiteurs et aux observateurs, imposant une observation respectueuse et silencieuse. Chaque minute passée dans ce salon ou dans cette cour apportait un détail nouveau, inattendu, mais jamais violent. L'attention venait de la subtilité, la certitude qu'il se passait quelque chose que personne ne pouvait entièrement contrôler ou comprendre, mais que l'on pouvait observer, noter et ressentir, avec l'exactitude d'un témoin attentif. Et alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à peindre la façade en ton rosé et froid, on sentait que la maison, silencieuse à nouveau, n'avait fait que reprendre son souffle. Comme si elle attendait la prochaine nuit, la prochaine heure exacte, pour répéter ses gestes, montrer ses détails, et rappeler, sans jamais parler, que certains lieux gardent des habitudes qui survivent à l'absence de ceux qui les ont créées. La maison de la rue de Verneuil continuait de fasciner, non par des apparitions spectrales ni par des bruits assourdissants, mais par la subtilité de sa vie propre. Chaque objet, chaque ombre semblait avoir une conscience de ses gestes passés et une volonté de les répéter. Les nouveaux visiteurs musiciens, curieux, ou simples amateurs de patrimoine parisien découvraient cette atmosphère avec un mélange de fascination et de malaise léger. Ils racontaient la même chose, encore et encore, à voix basse, le piano qui vibrait sans être touché, la chaise déplacée, la lumière qui changeait d'intensité, le souffle imperceptible mais persistant, et cette odeur de tabac et de papier ancien qui surgissait sans prévenir, comme si elle voulait leur rappeler que la mémoire de ce lieu était intacte. Un matin de février, un jeune pianiste a été invité à passer la nuit dans l'appartement pour documenter l'expérience. Il était prudent, méthodique, muni de microphones, de caméras et d'enregistreurs de vibrations. Il s'est installé dans le salon, ajustant la lumière avec soin pour ne rien troubler, observant chaque détail, les rideaux tirés, les bibliothèques chargées de partitions, le parquet brillant, le piano droit dont le vernis semblait absorber la lumière et la refléter différemment selon l'heure. Il a noté sur son carnet que chaque objet avait l'air de respirer avec lui, de réagir à sa présence comme un être vivant. La sensation était troublante, mais curieusement, elle n'inspirait pas la peur. Elle imposait le respect. À minuit, exactement, la pièce a changé d'atmosphère. Un léger mouvement d'air, plus tangible cette fois, a fait frissonner les rideaux. Le jeune pianiste a levé les yeux vers le piano. 3 accords ont résonné, nets, justes, comme si quelqu'un jouait derrière lui, sans qu'aucune main ne touche les touches. Le son était doux, discret, mais chaque note avait la précision d'un musicien expérimenté. Il a senti une présence qui semblait observer, mesurer, attendre le moment parfait pour se manifester. L'enregistrement a capté chaque nuance, chaque vibration, et même le souffle subtil qui suivait les accords. Il y avait une logique, une intention derrière ces sons. La maison ne faisait pas que répéter les gestes passés de Serge Gainsbourg, elle les réinventait, en respectant une musicalité propre. L'expérience s'est poursuivie plusieurs nuits. Le jeune pianiste a noté que la présence semblait préférer certaines positions dans la pièce, certaines heures. Les sons n'étaient jamais identiques, mais toujours dans le même registre, avec les mêmes variations subtiles qui révélaient un geste humain ancien, presque cérémonial. Les objets continuaient à se déplacer légèrement, à réagir aux gestes du musicien, mais jamais de manière brutale ou inattendue. Tout semblait calculé, patient, précis. La maison respectait ceux qui la respectaient.
Les voisins, eux, ont continué leurs observations à distance. Une vieille dame du rez-de-chaussée a remarqué que, certains matins, le couvercle du piano était légèrement entrouvert, comme si la maison elle-même avait voulu que quelqu'un le joue. La concierge a noté que la lumière de la cour vacillait avec un rythme presque imperceptible, qui coïncidait avec les accords entendus dans l'appartement. Tous ces détails se répétaient, créant un réseau de signes qui transformait l'ordinaire en une sorte de rituel silencieux. Avec le temps, les visiteurs ont compris que la maison ne cherchait pas à effrayer, ni à séduire. Elle demandait simplement d'être observée, comprise, respectée. Les gestes de ceux qui y entraient influençaient subtilement ce qui se produisait, créant une danse silencieuse entre l'histoire et le présent, entre la mémoire des objets et la présence des vivants. Les sons et les mouvements étaient les traces d'un passé persistant, d'une routine qui refusait de disparaître, mais qui savait attendre que l'on prête attention pour se manifester. Aujourd'hui, la maison de Serge Gainsbourg demeure un lieu d'étude et de fascination. Ceux qui la visitent s'y rendent avec prudence et respect, sachant qu'elle a ses propres horaires, ses propres manières de respirer et de parler sans mots. Les accords après minuit continuent de retentir parfois, subtils mais insistants, rappelant que certaines habitudes, certaines mémoires, persistent bien au-delà de la vie de ceux qui les ont créées. Et dans le calme de la nuit parisienne, quand la porte cochère se referme doucement derrière le dernier visiteur, la maison reprend son souffle. Les rideaux se déplacent légèrement, le piano retient ses cordes, et l'air, chargé d'odeur et de mémoire, semble dire avec une certitude tranquille, ici, le passé n'est jamais vraiment parti, il attend simplement que quelqu'un l'écoute.